Heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Défense. Heureux, et pourtant l'actualité nous ramène à des événements tragiques. Bonsoir Amit Assa, merci d'être avec nous. Malheureusement, l'actualité c'est cet attentat, nouvel attentat à Carniel. Là cette fois avec une particularité, il a été perpétré par un arabe israélien. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que le Shabak a la main aussi sur les arabes israéliens? Eh bien, comme nous connaissons les activités du Shabak, qui a pour objectif de combattre toute subversion politique, eh bien, le secteur arabe, comme tous les autres secteurs, sont surveillés, juifs extrémistes, tant de gauche que de droite, et le secteur arabe est aussi traité par le Shabak. Et les instruments utilisés par le Shabak sont des instruments qui sont soumis à la loi pour les citoyens israéliens, comme vous, comme nous, et quiconque, qui sont soumis à la loi israélienne. S'il y a un événement où il nous faut nous concentrer davantage sur telle ou telle personne, parce qu'il y a des informations un jour disant qu'il est possible qu'il prévoit une activité terroriste, bien entendu, il faut avoir les autorisations nécessaires pour utiliser les instruments qui permettront, en temps normal, de ne pas être utilisés sur des civils, évidemment. Vous constatez, Amit Assa, que jusqu'à présent, la population arabe israélienne s'est tenue à carreau et qu'il n'y a pas eu véritablement d'émeute. Le gros problème avec cet incident, c'est que n'importe quel incident à Gaza peut avoir des répercussions. Comment on gère justement, quand on est au Shabak, ces deux situations ? Eh bien, nous savons dire que depuis le début de nos événements du mois d'octobre 2023, le 7 octobre, les Arabes israéliens ont su baisser les flammes, en particulier à cause du fait qu'ils ont bien compris que s'ils se joignent au narratif palestinien du Hamas, cela leur portera atteinte bien plus que cela ne les servira. Et c'est une réflexion que nous devons prendre en considération parce que nous pouvons souffrir plus que nous ne pourrions y gagner, pensent les Arabes. Ça ne veut pas dire que les Arabes israéliens n'ont pas tendance à soutenir les Palestiniens de Judée et Samarie, et d'ailleurs qui se disent qu'en coulisses ils sont en faveur de l'action faite par le Hamas le 7 octobre. Ce qui m'amène à la question, aujourd'hui il y a eu encore une élimination ciblée d'un commandant du Hezbollah. Est-ce que les deux régions sont liées, Gaza et le nord du pays? Oui, nous connaissons la motivation du Hamas de faire le lien entre les fronts. Le Hamas, depuis le 7 octobre, essaie de unir les différentes arènes, les fronts des Arabes de Cisjordanie avec les actions des Arabes israéliens qu'ils voudraient augmenter. Ils les considèrent comme partie intégrante de leur guerre et veulent les entraîner dans cette guerre contre Israël pour être une arène supplémentaire. Le Hezbollah aussi. Il y a une tentative du Hamas d'entraîner d'autres arènes dans cette guerre pour renforcer leurs activités le plus possible sur le plus de fronts possible contre Israël. Ça ne marche pas très bien pour eux, mais nous le voyons, même s'il y a une motivation en Cisjordanie, les Palestiniens, le Hamas, terroristes de Cisjordanie, sont frappés constamment par les activités de Tzahal et du Shabak et n'arrivent pas à créer cette union des arènes et des fronts. Maintenant, il faut être très très prudent et spécifique et regarder les choses à la loupe avec les Arabes israéliens pour nous assurer qu'ils prennent une bonne décision. Pendant que vous parlez, vous dites que les organisations terroristes reçoivent des coups, ils en donnent aussi malheureusement des soldats israéliens qui tombent à Gaza, qui tombent également à Nour Shams, à proximité de Tulkarem. J'aimerais vous faire réagir à cette phrase qui est pour moi un reportage très politisé du New York Times qui dit « Des généraux, sans les nommer, optent pour la fin de la guerre ». Benyamin Netanyahou et le chef d'état-major répondent non. Vous dites quoi ? Oui, une des choses qui causeront à telle ou telle arène, ou Judée-Samarie, ou les Arabes d'Israël, ou même le Hezbollah de se joindre à la guerre du Hamas, c'est s'ils voient qu'Israël n'était pas suffisamment ferme dans ses actions contre le Hamas de Gaza. Donc ici, ils nous regardent à la loupe et voient ce qu'on fait. Est-ce que nous tranchons dans la guerre du Hamas à Gaza ou pas? Est-ce que nous l'emportons? Et si nous renonçons à Gaza, il y aura des conséquences sur la motivation
motivation du Hamas ou des organisations terroristes en général en Cisjordanie, avec le Hezbollah ou les Arabes d'Israël, avec les dirigeants chiites de l'Iran. En un mot, New York Times, reportage politisé ou pas? Oui, si vous voulez en un mot, oui. Mais c'est évident que c'est un intérêt américain. L'intérêt américain est aussi dans la presse américaine. Les Américains essaient de faire la politique israélienne pour arrêter la guerre et de la soutenir. C'est leur intérêt, bien sûr. On revient sur la controverse également de la semaine qui a fait libérer le directeur de l'hôpital Al-Shifa. Retour sur les faits et on en parle ensuite. Mohamed Abou Salamia est libre à Gaza. Le directeur de l'hôpital Shifa tient une conférence de presse à Khan Younes. L'homme suspecté d'avoir permis au Hamas d'utiliser son établissement hospitalier comme centre opérationnel accuse Israël de mauvais traitement. L'homme a été relâché discrètement par l'armée après avoir été interrogé en Israël dans la base militaire de Sde-Teman dans le Negev, qui sert de centre de détention depuis le début de la guerre de défense menée par Israël contre le Hamas. Le directeur de l'hôpital Shifa est de retour dans la bande côtière après 6 mois de détention. Selon le Shin Bet, le suspect remplissait tous les critères pour être relâché. 55 autres prisonniers palestiniens ont été relâchés à Gaza. Une enquête est cependant ouverte par les services de renseignement intérieurs israéliens. En Israël, les vidéos du retour du directeur de l'hôpital Shifa qui circulent sur les réseaux sociaux ont choqué. De nombreuses voix s'élèvent pour demander pourquoi un homme clairement lié à l'organisation terroriste basée à Gaza a été relâché. Des échanges acerbes entre les services de renseignement et le ministre de la Sécurité nationale ont eu lieu sur les réseaux sociaux. Selon la chaîne publique israélienne Cannes, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir cherche à obtenir le renvoi du chef du Shin Bet Ronen Bar. L'autorité israélienne des prisons a rendu public l'ordre de relâcher le directeur de la prison, expliquant que cette libération avait été décidée par l'armée et le Shin Bet. Cette libération remet également au centre des débats la question de la surpopulation carcérale. De nombreuses personnalités politiques d'opposition demandent des comptes au gouvernement. Dans la société israélienne, une voix résonne plus fort que les autres, celle d'Avi Marciano, le père de la caporale Noa Marciano, capturé par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Sa fille a été assassinée quelques semaines plus tard par le Hamas à l'hôpital Shifa. Toujours avec nous, Amit Assa, ancien cadre du Shabak. Le contrôleur de l'État a annoncé vouloir ouvrir une enquête externe. Qui est responsable? En gros, dans d'autres mots, est-ce que le Shabak est responsable, oui ou non, de cette libération? Pour prendre une décision sur qui est coupable, il faut comprendre qu'il y a ici un travail entre un élément opérationnel et un élément politique. L'élément politique donne ses ordres, c'est le Conseil pour la sécurité nationale qui donne les ordres de libérer et de demander des listes de libération. La décision est prise de qui et quand on libère, ce sont les politiques, le Shabak, et l'élément opérationnel qui vérifie les listes, prend des décisions qui l'on peut ou ne peut pas libérer et présenter la liste pour l'autorisation du niveau politique. Là, il y a eu un raté quelque part et la situation est que le Shin Bet a permis la libération, d'après ce qu'on comprend aujourd'hui, avant l'autorisation de l'échelon politique. Et là, c'est un échec qui incombe peut-être au Shabak, mais il faudra attendre le contrôle du contrôleur d'État. Il faudrait que ce soit fait de manière extérieure et non pas le Shabak qui se vérifie lui-même, mais ça doit être fait par l'extérieur. C'est la raison pour laquelle j'adore que vous soyez dans Défense. Au moins, le message est clair. Merci, Amit Assa, d'avoir été avec nous. Shani Gdalia, vous êtes également sur le plateau. J'aimerais comprendre pourquoi ce directeur, ma langue a fourché, de l'hôpital Al-Shifa est considéré justement comme un terroriste. Alors écoutez Mathias, on sait que l'hôpital Al-Shifa qu'il dirige est bien utilisé comme un centre de commandement du Hamas et Tsahal en donne les preuves. Déjà on sait qu'il y a eu plusieurs otages qui ont été détenus là-bas puisque dans une vidéo prise par les caméras de surveillance de l'hôpital qui date du 7 octobre, on voit qu'il y a 2 otages, un civil thaïlandais et un autre népalais qui sont emmenés de force par les terroristes à l'intérieur de l'hôpital. Au-delà des otages qui ont détenus, on sait qu'il y en a d'autres qui ont été assassinés, notamment Yehudit Weiss qui était âgé de 65 ans et Noa Marciano qui était âgé de 19 ans. Et leurs corps ont été localisés et récupérés dans des bâtiments qui entourent le complexe de l'hôpital. Au-delà de ça, on sait qu'il y a des tunnels terroristes qui ont été découverts sous l'hôpital lui-même. L'un d'entre eux a été découvert sous un hangar, à côté d'un pick-up Toyota, les mêmes que ceux qui ont été utilisés par les terroristes de la Nourba le 7 octobre. Dans le pick-up lui-même, il y avait des armes. Il y avait des RPG, des explosifs, des fusils AK-47 et des munitions. Et sur les vidéos qui ont été ensuite diffusées
diffusés par Tsahal, on voit que le tunnel, qui ont fait rentrer une caméra dans le tunnel, on voit que le tunnel était fortifié avec des portes blindées et on voit aussi que le tracé du tunnel se poursuivait jusque sous l'hôpital. À l'intérieur de l'hôpital, les soldats ont trouvé plusieurs choses. Déjà, dans une salle, les services de rééducation et de cardiologie, ils ont trouvé des engins explosifs. Dans les salles d'IRM, ils ont trouvé des munitions, des gilets pare-balles et des équipements militaires. Et dans des salles de médicaments, ils ont trouvé des kits militaires, des armes, des grenades et des munitions. Et au-delà de tout ce qui a été trouvé, on sait que le Hamas utilise l'électricité et les réserves d'oxygène pour entretenir un réseau de tunnels souterrains. Merci, Shani Guidalia. Alors, je donne la parole à Maurice Hirsch, lieutenant-colonel de réserve. Vous êtes ancien chef du parquet militaire, Maurice, dans les années 2000 à 2002. Selon vous, alors je sais que vous n'êtes pas dans les détails, mais qui a bien pu décider de sa libération? Et est-ce que, surtout, sa libération, pour vous, en tant qu'ancien chef du parquet militaire, ça vous a choqué? Oui, il faut le dire. Il faut un peu corriger le titre. Je n'étais pas le chef du parquet militaire, mais juste procureur en Cisjordanie. Mais en effet, j'ai été très surpris de cette décision. Le directeur de l'hôpital Al-Shifa n'est pas seulement un terroriste et il ne faut pas vous reprendre. C'est un terroriste. Il a permis au Hamas, aux terroristes du Hamas, de prendre le contrôle de son hôpital, de transformer l'hôpital en camp militaire du Hamas, en un lieu où ont été amenés des otages qui ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre. Et il a transformé son hôpital en un lieu de traitement, au lieu d'un traitement des malades, c'est une base terroriste que c'est devenu. Et donc il est un terroriste. Il aurait dû rester en état d'arrestation. Il aurait dû rester derrière les barreaux. L'élément qui a libéré des personnes dans ce cas est un élément, c'est le Shabak. C'est celui qui peut recommander au commandement militaire, donner l'ordre d'arrestation de personnes, mais lorsque le Shabak dit au commandement militaire libérer telle personne pour revérification, le commandant militaire agit selon la directive du Shabak. Et là-dessus, il n'y a aucune discussion. Comment ça se passe concrètement? Vous êtes au parquet, vous décidez d'incarcérer un terroriste, vous l'envoyez en prison. Ensuite, plus aucun contrôle, vous n'avez plus aucun contrôle sur lui. Écoutez, ce terroriste n'était pas en prison. Il n'a pas été jugé et condamné. Il a été détenu comme combattant illégal, comme terroriste. Et c'est une action qui est limitée dans le temps. Parfois, le commandant militaire peut prolonger sa période de détention et parfois, on se contente d'une certaine période, alors que pendant cette période, on peut même réétudier les choses et prendre d'autres décisions comme par exemple libération. Si vous arrivez à la conclusion que telle personne détenue comme terroriste n'est plus un danger, n'appartient pas à un groupe combattant, vous pouvez décider de le libérer, une libération première, mais ce n'est pas la seule décision de l'armée, mais cela fonctionne sur la base de la recommandation du Shabak pour quelque raison que ce soit, même s'il s'agit de manque de place dans les prisons, ce terroriste-là n'aurait jamais dû être libéré parce qu'il est bien plus qu'un terroriste. Il est un symbole de la transformation de l'hôpital Shifa en base terroriste. Donc, il aurait dû rester en détention, même s'il y avait peu de place en prison. Maurice Hirsch, vous êtes aussi un spécialiste de l'endoctrinement, des réseaux sociaux, de la manière dont l'autorité palestinienne se sert aujourd'hui de tout ce système-là pour contourner les règles. Est-ce que pour vous, une telle libération d'un directeur d'un institut public qui parle de Mukawama, c'est-à-dire de lutte armée, aujourd'hui, et cela ne fait finalement frémir personne dans la communauté internationale. Est-ce que le fait justement qu'aucun leader ne réagisse à cette libération, ça vous choque?
Le problème, c'est que les États du monde, les dirigeants du monde, se sont habitués au fait que tous les Palestiniens, et peu importe quelle soit leur profession, risquent de devenir des terroristes. Nous l'avons vu dans le passé, des médecins qui ont participé à des attentats terroristes, des avocats qui représentent des clients d'autres terroristes au tribunal et qui ont aussi lancé des attaques terroristes. On a vu aussi des femmes, des enfants, de tous les secteurs, des enseignants, tous ceux que le monde civilisé pense qu'il devrait avoir une influence positive sur la société. Les Palestiniens ont réussi à recruter toutes ces personnes pour des activités terroristes. Et ils le soulignent encore. Ils savent que le monde est sensible, ou peut-être même trop sensible, à ces personnes. Les gens ne voudraient pas voir dans le monde des petites filles blessées. Et donc les terroristes choisissent des petites filles pour commettre des actes terroristes. Le monde ne veut pas voir de médecins en prison. Et donc ils convainquent et recrutent des médecins pour faire des actions terroristes, des enseignants comme à l'UNRWA. Bref, tout l'éventail malheureusement. Merci Maurice Hirsch d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. C'est une question de semaine avant que n'éclate une guerre dans le nord, selon les informations de nos confrères allemands du Bild. Israël, officiellement, ne réagit pas. Regardez. La deuxième quinzaine de juillet, selon le quotidien allemand Bild, la date d'une éventuelle offensive israélienne aurait été fixée par Tsahal entre la 3e et la 4e semaine du mois de juillet. Bild annonce que l'armée israélienne se prépare un scénario extrême avec une opération massive de Tsahal sur les bastions du Hezbollah dans le sud Liban. Une estimation qui intervient au moment où de nombreux pays recommandent à leurs ressortissants de ne pas se rendre au Liban. C'est le cas des États-Unis. Pour l'instant, Washington ne inclut pas ses citoyens, mais l'armée américaine a envoyé l'USS Wasp en Méditerranée la semaine dernière. Ce navire de guerre peut servir à débarquer des troupes ou aller chercher un grand nombre de civils. La compagnie allemande Lufthansa, elle a annulé ses vols vers le Liban et Berlin a fortement conseillé à ses citoyens résidant au Liban de quitter le pays. Le Canada a lui commencé à évacuer son personnel non essentiel de Beyrouth. En Israël, l'opinion publique réclame une action forte contre le Hezbollah, voire une guerre à grande échelle au Liban. Mais des sources au sein de l'armée rappellent que les soldats israéliens sont déjà au front depuis près de 9 mois et que le moment n'est pas idéal pour mener une opération d'envergure au sud Liban. Autre problème auquel l'armée est confrontée, la menace des drones. Pour le moment, aucun système de défense n'est suffisamment efficace pour intercepter ces appareils suicides qui provoquent de nombreux dégâts. De plus, Jérusalem rappelle régulièrement que les terroristes qui attaquent Israël sont tous téléguidés par Téhéran, que ce soit le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. Une offensive au sud Liban provoquerait une guerre régionale. Et justement, depuis l'Iran au gradé du corps des gardiens de la Révolution, rappelle l'attaque iranienne sur Israël dans la nuit du 13 au 14 avril dernier. 300 drones et missiles avaient été tirés. Il affirme que Téhéran attend une occasion de frapper à nouveau Israël. Et cette fois, le nombre de missiles pourrait être beaucoup plus important. Et c'est pour moi un honneur de vous recevoir, lieutenant-général John Jensen. Vous avez effectué plus de 35 ans dans le corps des Marines US et vous avez rencontré la semaine dernière le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem dans le cadre d'une mission de la JINSA, l'Institut juif pour les affaires de la sécurité nationale, avec 12 généraux et amiraux. Quel était l'objet de la rencontre ? Eh bien, il a mis en place, il a dit de manière très claire et cohérente les choses. Je dois dire aussi qu'il semble être tout à fait en contrôle de la situation. Il semble reposé et tout à fait responsable. Vous aviez des doutes sur son degré de préparation ? Non, moi je n'avais pas de doute ou de notions préconçues avant de le rencontrer. Voilà. Alors on revient sur l'objet principal de votre rencontre. Est-ce que vous êtes parvenu à mieux comprendre la complexité, je dirais même l'explosivité, le degré d'explosivité de la situation ? Oui, eh bien, je pense que c'était très important de comprendre les menaces de la manière dont je n'avais pas complètement compris au départ. Le Premier ministre Netanyahou a fait un travail exceptionnel en présentant la situation et
en articulant une voie à suivre clairement. La situation est... Probablement, vos téléspectateurs le savent mieux que les téléspectateurs américains, dont on pourrait parler plus avant, sur la nécessité d'avoir une approche différente de communication stratégique de la part de l'État d'Israël. Mais il a été très clair sur les 7 fronts, sur l'encerclement par une bague de feu du Hamas et du Hezbollah, les milices, les Houthis et enfin l'Iran. Il a été très clair sur ses attentes de l'objectif de l'Iran, qui est de conquérir le Proche-Orient en son ensemble, y compris l'Arabie saoudite et la péninsule arabique. Et il a été aussi très clair sur ce qu'il croit être l'opération ultime. Ce serait une combinaison d'offensives au sol et par missile de tous les acteurs de la région qui encerclent Israël. Vous avez d'un côté les États-Unis qui affirment qu'Israël ne manque d'aucun système d'armement. Le Premier ministre israélien qui dit le contraire, et publiquement. Et le chef de la Commission des Affaires étrangères américaine qui dit, sans entrer dans des détails, que 7 systèmes d'armement américains n'ont pas été livrés à Tsahal. Monsieur le lieutenant général, il y a clairement ici un problème de confiance entre les parties. Écoutez, je pense que c'est actuellement une marque d'un manque de confiance des deux côtés. Je pense qu'un bon exemple de problème de communication ou de communication en confiance, c'est quand le ministre de la Défense Gallant est venu récemment aux États-Unis, qu'il a rencontré plusieurs personnes et je crois qu'il y a un consensus général que son voyage a été un succès en cela qu'il a obtenu le traitement de plusieurs sujets qui ont été remis en cours. Je suis intéressé à voir quels sont ces 7 armements dont on parle. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je pense que si les États-Unis fournissent des armes militaires, il faut qu'il y ait un équilibre entre les besoins nécessaires et absolus par rapport à leur utilisation. Mais à un certain niveau, il faut qu'on l'on reconnaisse qu'Israël est dans un combat existentiel pour sa survie. Et d'un côté et de l'autre, Israël est un des alliés les plus proches des États-Unis. Et c'est une relation très spéciale. Il n'y a pas d'autre relation de ce type dans le monde. Et je crois que les États-Unis ont beaucoup à faire en termes de cette question. Et d'abord et avant tout en reconnaissant que le Premier ministre Netanyahou, c'est ce qu'il a dit, ce n'est pas l'Iran. C'est pas tout, c'est l'Iran. L'Iran n'est pas seulement une menace contre Israël, ce n'est pas seulement une menace contre le Proche-Orient, mais c'est une menace contre l'Amérique. Et on revient à 1983 avec le bombardement des Marines américains à Beyrouth et beaucoup d'autres exemples dans le monde. Il est très clair donc que les États-Unis doivent soutenir entièrement Israël aujourd'hui militairement. Israël a une petite base de défense au niveau industriel et regardez les choses ainsi, pas en termes de combien les États-Unis ont une industrie militaire, mais regardez le fait qu'ils se battent contre l'Iran et la production iranienne est tellement énorme qu'ils peuvent fournir aux Houthis, aux Hezbollah et aux autres, mais ils fournissent même des armes à la Russie en Ukraine. Alors il faut faire quelque chose à ce propos. Il faut avoir une politique qui soit remise en place pour s'assurer que nous traitons de la véritable menace que représente l'Iran.
Et donc, c'est une menace militaire forte et crédible et contre l'Iran et surtout contre leur programme nucléaire. Il nous faut faire des sanctions extrêmement importantes et c'est ce qui doit être fait. Et cela peut ou doit passer aussi par une frappe commune en Israël, Israël, États-Unis en Iran? Je crois qu'aujourd'hui, ça doit être une menace militaire crédible. Si vous faisiez une attaque maintenant, cela nous enverrait dans une autre trajectoire complètement. Mais je pense qu'il faudrait que ça doit être une combinaison de plusieurs choses qui vraiment pourraient aller dans le bon sens. L'Iran doit savoir que leur existence politique est en danger. Il faut se rappeler en 2003, quand les États-Unis ont lancé une opération militaire en Irak, l'Iran a pratiquement fermé son programme de développement nucléaire. Et ça, c'est le type de mesure que nous devrions vraiment prendre en compte. Nous avons besoin de ça, nous devons nous adresser au peuple iranien qui vit sous ce régime autoritaire. Et ça a été dit par beaucoup d'officiels de la défense en Israël. Et moi, je crois que c'est la clé du succès. Merci énormément, lieutenant-général John Jensen, d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est un grand plaisir. Ça a été un honneur pour moi d'être en visite en Israël. Et j'espère pour le mieux aussi. Voilà, c'est la fin de cette édition de Défense. On se retrouve très vite.